nouvelle édition du concours d'éloquence à l'IUT, au département informatique de l'IUT du Limousin. Je suis Maya Loridan, présentatrice pour ce concours, et je vais vous accompagner tout le long des débats pour vous présenter les différents candidats, les sujets aussi. Car oui, ce soir, 14 participants vont devoir faire des joutes, et non pas avec des lances, mais avec des mots. Et oui, on va vous les présenter tout de suite, s'ils peuvent bien venir pour se présenter. Il y a du monde. Alors, ce soir, on aura Tom Boudeville, Mathis Deschamps, Mathias Devez, Renaud Abdelou-Génestier, Lucas Théodore, Matteo Lopez, Logan Ferreira, Aurélien Couder, Maël Cour, Gwendal Couvidou, Louis Four, Valentin Chastenay, Pauline Ekpers et Maxence Brulon. Merci de les applaudir. Alors, tous ces participants vont devoir débattre sur différents sujets. Et pour les juger, il y aura bien sûr un jury composé de Pierre-Antoine Navarrete, professeur de communication à l'IUT, Anaïs Poursa, professeur d'application mobile, Madame Famille, Aurore Famille, qui était ancienne professeure de communication à l'IUT et maintenant elle est formatrice, Madame Christina Honnête, professeure de réseau et de sécurité, Madame Blasquez, professeure de développement et de développement et de compétences agiles, Monsieur Laurent Bourdier, professeur d'anglais, et deux élèves qui sont en deuxième année, Mathéo Nadler-Compourcy et Florian Conti, qui était le gagnant de le dernier concours d'éloquence. Merci de les applaudir aussi. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier duel. Merci de retourner à vos places. La volonté nous permet-elle d'atteindre le bonheur ou nous empêche-t-elle de l'obtenir? Pour y répondre, voici Tom Boudeville. Il suit les traces de son frère en faisant de l'informatique, il fait du secourisme et est vice-trésorier de l'œil. Tom pense qu'il n'y a pas de bonheur là où il y a de la volonté. Mais la volonté, parce que la volonté, ça nous mettrait des bâtons dans les roues. Face à lui, il fait du théâtre d'improvisation avec l'association Balise. Il aimerait allier théâtre et informatique dans son futur métier. Voici Mathis. Est-ce que la volonté, ça fait le bonheur ou non? La réponse maintenant. Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors permettez-moi de débuter ce concours d'éloquence en défendant la thèse. Excusez-moi, c'est le stress. Le bonheur. Il n'y a pas de bonheur là où il y a de la volonté. Pardon, excusez-moi. La volonté, ça vous met toujours des bâtons dans les roues. Alors tout d'abord, on peut commencer par définir ce qu'est ce micro est vraiment trop petit. Excusez-moi. Donc on peut commencer par définir ce qu'est le bonheur. Alors le bonheur, ce serait en soi une sorte d'état d'esprit dans lequel on prendrait le temps d'apprécier des choses sans stress. Et on pourrait aussi définir la volonté, ce qu'est la volonté.
Donc ce serait une multitude d'actions qui permettraient de satisfaire une envie ou un besoin. Donc pourquoi est-ce que le bonheur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bonheur où il y a de la volonté? C'est que quand on a de la volonté, on se met la pression, on a envie de réussir ce qu'on a en tête, et pour ça, on va aller faire des concessions. On va pas forcément prendre le temps, et on va peut-être faire mal les choses, même si ça nous plaît. Et en faisant mal les choses, on pourrait nuire à notre bonheur et tout simplement ne pas réussir l'objectif qu'on s'était fixé, et cela pourrait nous rendre encore plus malheureux. Du coup, je défends la thèse contre ce que tu dis. Tu as dit que la volonté, ça nous mettait la pression, enfin voilà tout ça. Mais imaginons, on prend une personne qui par exemple, est en dépression, par exemple. Elle ne veut plus rien, elle n'attend plus rien, enfin voilà. Est-ce que vraiment juste attendre sans vouloir, ça va l'aider? Est-ce qu'elle est dans le bonheur? Non, mais si elle ne fait rien, elle va quand même l'être. Elle va quand même rester dans la dépression. Donc je pense personnellement que cette personne devrait avoir l'envie de dépasser sa dépression en restant dans le mal, en se donnant à fond, même si au début, elle restera toujours en dépression, mais après, elle aura le bonheur d'avoir réussi à sortir de sa dépression en faisant des efforts, en faisant des choses qu'elle aime. Oui, du coup, elle aura du bonheur quand elle aura voulu en sortir. Oui, mais c'est pas pendant, c'est après, c'est à la fin c'est une fois qu'elle n'a plus envie d'être heureuse parce qu'elle est déjà heureuse. Ok. C'est peut-être pas très bien. Mais oui, mais pour en sortir de cet état, elle a quand même dû vouloir. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple d'un monde où personne n'a de volonté en fait. Ce monde, moi, je me l'imagine plutôt triste, morose. Enfin, moi, je vois que des gens les bras baissés comme ça. Alors oui, mais les gens peuvent très bien ne pas avoir de volonté à être heureux dans la vie, ne vouloir rien faire et être heureux comme ça. Être des fainéants, ne rien faire et pourtant être heureux comme ça. Je suis d'accord, mais dans ce monde où personne ne veut, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé les voitures, il n'y a pas quelqu'un qui a construit des maisons, il n'y a pas quelqu'un qui a fait un jardin. Et en fait, tout ce qui peut faire le bonheur d'un humain dans notre société, ben, il n'existe plus. Enfin, il n'existe pas dans un monde où il n'y a pas de volonté. D'accord, j'entends, mais là on parle de notre monde à nous, un monde où il y a des gens qui sont heureux, d'autres malheureux, d'autres qui ont de la volonté, oui. D'autres non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour le fait que ceux qui font rien soient heureux, c'est parce qu'il y en a derrière, ils ont voulu faire des choses qui leur ont facilité le quotidien ou qui les ont rendus heureux. Quelqu'un ne peut pas être juste heureux sans vouloir quelque chose en retour. Enfin, pas en retour. Je ne suis pas forcément d'accord en soi, même si j'avoue que dans notre société actuelle, il y a toujours des gens qui ont fait des choses avant, qui ont permis de nous faciliter la vie. Mais je pense que quelqu'un peut quand même être heureux sans vouloir avoir de volonté quelconque. Je pense à un étudiant qui a envie de rien faire de sa vie et qui est très bien heureux comme ça. Bah, il ne va pas travailler, mais il sera quand même heureux sans aucune volonté. Ben, oui, il sera heureux, mais bon, dans la société dans laquelle on vit, il faut avoir un salaire, et ce salaire, ça serait qui lui donnerait? Ses parents, ou peut-être, enfin, où il vivrait chez un ami. Et du coup, ça serait, il faut quand même quelqu'un qui ait la volonté de l'aider pour qu'il puisse être heureux. Il peut pas être heureux comme ça. Du coup, en fait, tu as parlé de travail et du coup, ça m'a fait tilt. Tu as dit que il faut travailler, mais avec de la volonté. Enfin, il faut de la volonté pour travailler. Je suis d'accord, mais avec cette volonté, en fait, avec le travail, on va s'épuiser. C'est généralement quelque chose qui se répète assez souvent pour la majorité des emplois. Et donc, la personne va peut-être se lasser, elle en aura marre, mais elle ne sera pas forcément heureuse. Pareil, on peut penser aux personnes qui travaillent beaucoup avec acharnement pour gagner bien leur vie. Ces personnes-là vont travailler beaucoup, 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 quitte à s'épuiser mentalement. Et ils auront de l'envie, mais ils n'auront juste pas de bonheur. Mais s'ils continuent à travailler dans ce métier,
c'est qu'ils n'ont pas envie de changer, ils n'ont pas envie d'aller de l'avant, ils n'ont pas... Pas forcément. Si on pense à des personnes de plus de 50 ans qui ne peuvent pas changer d'emploi parce qu'il n'y a pas de recruteurs qui voudraient des personnes qui sont trop âgées par rapport à des jeunes qui ont la fleur de l'âge. Je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des personnes qui finissent en dépression, c'est parce qu'ils n'aiment plus leur travail et qu'ils ne peuvent pas partir par obligation. Ils sont obligés de rester. Ok. Et... Merci pour ce débat. Alors passons maintenant tout de suite au prochain thème. Merci. Oui, applaudissez-les aussi. Ah, l'amour, c'est vraiment beau, hein? Qui n'a jamais aimé quelqu'un, par exemple un ami ou sa famille, ou bien quelqu'un qui nous est cher? Mais est-ce que l'amour triomphe de tout? D'après lui, oui, c'est le cas. Cet amoureux du tennis de table nous vient de Jarnache. Il aime développer des projets, que ce soit en informatique ou non. Veuillez accueillir Mathias. Il voudrait travailler dans la cybersécurité. Il est responsable communication au sein de l'Œil. Et bien qu'il aime passer du temps avec ses amis, il sera contre notre thème de l'amour. Voici Renaud. Bon courage et que le débat commence. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous, l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour ? Eh bien, je vais vous le dire. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question. Est-ce que l'amour triomphe de tout ? Alors déjà, qu'est-ce que l'amour ? C'est peut-être le fait d'aimer une personne. Mais ce n'est pas seulement cela. L'amour, c'est une passion. Une passion, c'est motivant. Quand on dit que l'amour triomphe de tout, ça veut dire qu'on pourrait gravir n'importe quelle montagne. Et est-ce que c'est le cas ? Moi, je le pense. Puisque quand on est passionné, par exemple, moi, j'adore le tennis de table. Je suis amoureux de ce sport depuis que je suis au collège, depuis la 5e. Et aujourd'hui, j'adore ce sport. Et ce que j'adore, c'est m'améliorer. Et grâce à la passion du sport que j'ai, je m'améliore, je m'amuse. Je triomphe à chaque fois que je gagne un match. Même si je perds, je pourrais me dire, j'ai perdu, je peux arrêter. Sauf que ce boost que j'ai en moi me permet d'avancer encore et aujourd'hui de continuer le tennis de table. L'amour, c'est pas seulement une relation avec un couple, c'est aussi un domaine qu'on aime. Ça peut être aussi une personne, ça peut être aussi un groupe de personnes. Et aujourd'hui, l'amour triomphe de tout. Qu'il est mignon. Alors, moi je vais commencer par dire un truc très simple, c'est que cette citation, elle n'est pas complète. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'un auteur qui s'appelle Virgile, que vous devez sûrement connaître si vous avez un petit peu de culture générale. J'espère que c'est le cas de tout le monde. Mais elle n'est pas complète. En effet, la citation complète, c'est « L'amour triomphe de tout. Nous cédons à l'amour ». Céder, c'est bien quelque chose de péjoratif. Quand on cède à quelque chose, on a cédé à des vices, à des péchés. On a cédé à quelque chose. Si on attend forcément une motivation telle que l'amour pour avancer dans la vie, je vous pose la question. Où allons-nous ? Est-ce que vous avez attendu que quelque chose arrive dans votre vie pour pouvoir réagir, pour pouvoir vous sortir de votre condition, peut-être, de là où vous étiez, pour pouvoir avancer dans la vie, être la personne que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous attendez quelque chose des autres ? Attendez peut-être plutôt des choses de vous-même. Et aimez-vous vous-même. C'est là que vous trouverez effectivement que l'amour triomphe toujours, mais l'amour, pas comme on l'entend, l'amour nous-mêmes. Donc effectivement, je suis contre l'amour triomphe toujours, auquel tout le monde entend. Je suis pour l'amour propre. Alors tu nous dis que nous cédons à l'amour, c'est péjoratif. Mais nous aimons tous quelque chose. Par exemple, notre famille, dès le début. Et même inconsciemment, on aime notre famille. Donc ce que tu dis, c'est tout bonnement impossible. Et puis même, ne rien aimer. Imaginez ne rien aimer. C'est complètement insensé.
Et donc, si on a l'amour, si aujourd'hui nous cédons à l'amour, c'est que nous voulons triompher. C'est seulement pour cette raison que nous aimons. Donc, vous attendez, monsieur Devez, l'amour pour pouvoir avancer dans la vie, puisque vous triomphez que par amour. C'est ce que vous nous dites. Mais l'amour, c'est seulement par l'amour, c'est seulement le sujet. L'amour, ça permet de triompher. Ce n'est pas seulement l'amour, c'est pas aussi d'autres options, d'autres domaines. Mais l'amour, en tant que tel, nous permet de triompher. C'est ce que je dis dans mes paroles. D'accord, donc selon vous, l'amour fait tout. L'amour serait tout. L'amour serait le monde. Je suis en partie d'accord. Le problème, c'est que si vous attendez que cette partie du monde se réveille en vous, mais vous ne ferez jamais rien de votre vie. Qu'est-ce que vous faites de votre vie sans l'amour? Vous êtes à l'IUT, peut-être que c'est pour vous, peut-être que ce qui vous passionne, c'est l'informatique. Mais est-ce que c'est par amour que vous êtes allé à l'IUT? Vous avez eu un triomphe en étant venu à l'IUT. Est-ce que c'est par amour que vous êtes venu à l'IUT? Je ne pense pas. Eh bien moi, si, je le pense. Parce que, en effet, l'informatique nous a permis... L'informatique a permis à beaucoup de gens, déjà, beaucoup de gens aiment l'informatique. Ils ont été poussés par cet amour à continuer. Quand on est au lycée, c'est compliqué. Il y a le bac, il y a des matières qu'on n'aime pas, les mathématiques par exemple. Mais pourtant, grâce à l'informatique, grâce à l'amour qu'on a, on arrive à aller en BUT informatique et faire son année. Faire son année, c'est le bon qui. Hein. Mais donc si on suit votre raisonnement, votre unique motivation est l'amour. Et cette unique motivation, c'est ce qui vous pousserait à faire les choses. Or, faire les choses, faire quelque chose de nous-mêmes, on appelle plutôt ça de la volonté. Oui, parce que c'est la volonté qui régit notre monde à l'heure actuelle. Si les gens n'avaient pas eu la volonté de faire avancer les choses, pas par amour, mais par envie d'apprendre, de comprendre et d'avancer, si ce n'est pas cette volonté de vouloir aller plus loin dans le monde qui nous entoure, qui n'avait pas poussé les gens qu'on connaît à fonder le monde qu'on a. Je ne sais pas si l'amour l'aurait fait. C'était un très beau duel, je dois l'avouer. Il faut savoir être gentil dans la vie, parce que être gentil, c'est être intelligent un petit peu. Parce que c'est plus intelligent d'agir par gentillesse que par méchanceté. Mais comme on le dit parfois, trop bon, trop con, alors ne serait-ce pas stupide d'agir que par gentillesse? La gentillesse serait la noblesse de l'intelligence? Eh bien, il joue au golf et aux jeux vidéo. Il vient de Périgueux et souhaite étudier la cybersécurité. Voici le secrétaire de l'œil, Lucas Théodore, qui appuiera cette thèse. Contre lui, pour ce duel, se trouvera un fan de Yu-Gi-Oh! Il nous vient de Bordeaux, fait du sport en club. Applaudissez Mathéo. Alors, est-ce que la gentillesse est la noblesse de l'intelligence? C'est maintenant. Donc, bonjour à tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour essayer de vous convaincre du fait que l'intelligence et la gentillesse est la noblesse de l'intelligence. Donc on va commencer simplement avec l'intelligence qu'on connaît tous, les connaissances. Comment on va apprendre ces connaissances? Par exemple, nous, à l'IUT du BUT informatique, on a des cours. On a des professeurs qui nous communiquent leurs connaissances, qui nous les transmettent. Et qu'est-ce que va apporter la gentillesse à une personne? Cette gentillesse va apporter de la communication avec autrui. Ça va lui permettre de se faire aimer, d'aimer, et de pouvoir discuter avec ces personnes, et que ces personnes, au fur et à mesure, puissent nous faire acquérir de la connaissance. Alors, la noblesse, déjà, c'est la grandeur d'esprit. Je ne vois pas comment l'intelligence et la gentillesse peuvent être liées.
Donc tu nous dis que tu vois pas comment l'intelligence peut être liée à la gentillesse. Donc moi je te dirais que l'intelligence, c'est certes des connaissances, mais l'intelligence peut se voir de différentes manières. Par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un dans une journée, tu vas être gentil avec cette personne, tu vas égayer sa journée. Donc ça va permettre à cette personne de pouvoir passer une bonne journée, d'être heureux dans sa journée, et ce qu'on va venir appeler l'intelligence sociale, justement. Je sais pas. Donc pour poursuivre, je vais proposer un autre argument. Donc on peut voir aujourd'hui dans le monde de plus en plus de conflits. On peut voir la guerre en Ukraine par exemple, ce genre de choses. Eh bien, donc on peut voir par exemple la guerre en Ukraine. Eh bien, la gentillesse, ça va nous permettre de pallier à cette brutalité qui, de plus en plus, s'inculque dans notre culture, que beaucoup de personnes pensent que c'est plus facile d'être violent pour pouvoir réussir à gagner de l'argent, par exemple, ou obtenir des biens. Et c'est là où la gentillesse va vraiment être une preuve d'intelligence, une preuve de vertu. On va montrer qu'on se bat justement pour pouvoir résister à cette violence qui peut essayer de nous envahir. Donc c'est là que la gentillesse va devenir l'intelligence de ce phénomène. Alors, pour reprendre ton exemple de la guerre, je dirais que en temps de guerre, l'intelligence et la gentillesse ne font pas bon ménage. Imaginons être soldat et voir un soldat ennemi. La gentillesse dirait de l'épargner, l'intelligence de le tuer, car la gentillesse ne va pas garantir notre survie, alors que le but premier, entre guillemets, de la vie, c'est la survie. Et comme tu as dit tout à l'heure, la noblesse, qui serait une signification de grandeur d'esprit, ça peut paraître différent à chacun. C'est-à-dire que pour quelqu'un, tu as donné l'exemple de ne pas vouloir tirer, mais en soi, lui va se dire, par gentillesse pour ma patrie, par gentillesse pour mon pays, par gentillesse pour mes dirigeants, je vais tirer pour pouvoir gagner cette guerre, pour pouvoir moi survivre. Parce que dans ce cas-là, il va essayer de penser à lui pour sa propre survie, pour pas que son pays se fasse décimer. Ouais. Mais ça serait pas intelligent. Ça dépendrait, encore une fois, comme tu as dit, ça dépend du point de vue, parce que pour lui, ça serait intelligent et gentil de le faire. Ce serait intelligent de le tuer pour sa patrie, ça serait gentil de le faire pour sa patrie. Très bien, merci beaucoup. L'humain possède des envies, des besoins, il peut être vicieux et a tendance à s'ennuyer vite. Le meilleur moyen d'éloigner tous ces maux ne serait-ce pas le travail? Logan pense que c'est le cas. Passionné par l'espace et l'aéronautique, il est arrivé en informatique après avoir renoncé à une fac d'histoire, mention géopolitique. Le nouveau président de l'œil sera face à cet intéressé des jeux vidéo indépendants, notamment des jeux vidéo non pas indépendants. C'est un jeu indé coréen qui l'a marqué le plus, Library of Runa, et ce membre de l'œil va faire face à un autre membre de l'œil, comme c'est marrant. Veuillez applaudir. Je n'ai pas noté ton nom. Tu es Aurélien Couder. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Cet ennemi, lui, n'est pas visible, mais nous sommes bien en guerre. L'ennui, le vice et le besoin. Est-ce une fatalité pour l'humanité? Ou
est-ce qu'on peut y échapper quelque part, ou du moins essayer? Je pense que oui, et je pense que le travail peut nous permettre d'y réussir. En effet, le travail peut amener un salaire dans la plupart des cas, sauf si vous êtes en stage et en ce moment-là, vous n'avez pas de salaire. Mais si vous avez ce salaire, vous pouvez répondre à vos besoins. Vous pouvez vous nourrir, vous loger, boire, avoir un toit sur votre tête et pouvoir dormir. Ensuite, vous avez l'ennui. On peut être épanoui dans son travail, quel que soit le cas. Et enfin, on peut également vaincre le vice, étant donné que le travail peut être considéré comme une construction sociale et elle-même régie par d'autres constructions sociales, en l'occurrence en France, régie par le Code du travail, et donc que le vice n'y a pas sa place. Très bien. Donc, je suis contre cette thèse, car je pense qu'elle est erronée. En effet, je pense que le travail ne va pas éloigner tous ces maux. On peut dire que dans certains cas, le travail peut nous éloigner de ces maux, mais en ce qui concerne par exemple l'ennui, on peut très bien aussi dire que le travail peut être la source principale de notre ennui, ou même la seule source de notre ennui, selon nos cas. Ensuite, pour ce qui concerne par exemple les vices, je pense qu'il est faux de dire que les vices seraient remédiés par le travail, car les vices seraient plus causés par un manque d'attention ou d'éducation. Ils ne viennent pas du fait de ne pas travailler, ils viendraient du fait de manquer d'attention ou d'une mauvaise éducation. Alors, pour revenir sur ce que tu dis, donc, par rapport à l'ennui, déjà je pense qu'il y a un problème, c'est que dans la société actuelle, le travail est intrinsèquement relié au fait de travailler, gagner de l'argent, donc travailler, c'est-à-dire exercer un métier. Mais le travail, ce n'est pas forcément exercer un métier. Ça peut être travailler dans ses passions, donc on peut faire du travail culturel, travail politique, et tous ces types de travaux donc, peuvent, eux, nous permettre de sortir de l'ennui que l'on peut avoir dans notre métier, qui ne nous plaît pas forcément, étant donné qu'on peut uniquement faire un métier pour vivre. En soi, après, pour ce qui est du vice, je suis d'accord avec toi, le vice, ça peut venir donc de l'éducation, mais justement, le travail, lui, est là pour ne pas corriger, étant donné qu'on ne peut pas corriger l'éducation comme ça, mais pour essayer de faire en sorte que la personne soit le moins viciée possible. Et on rappelle encore une fois, le but, c'est d'essayer d'échapper à ces mots. Oui, pour toucher au dernier terme qui serait éloigné par le travail, le besoin. Comme tu l'as dit, le travail peut remédier aux besoins. Par exemple, grâce à un salaire, lorsqu'on travaille, on peut payer notre loyer ou nos utilités. J'aimerais dire que c'est assez biaisé parce que ça vient nous mettre dans le contexte de nos jours, dans notre société moderne. Le travail, ça pouvait très bien être du travail forcé, par exemple, exemple un peu extrême, mais les esclaves, qui, eux, étaient forcés à travailler durement, longtemps, et ça pouvait justement créer un nouveau besoin, un besoin de liberté. Leur vie était seconde au travail, à la labeur qu'ils apportaient, et ils n'avaient aucune liberté, ils n'avaient pas de droit de vivre, ils n'avaient aucun droit. Et dans ce cas-là, je pense que le besoin de liberté vient au-dessus des besoins auxquels ils peuvent remédier, comme le logement. Pour ce qui est du coup de l'esclavage, comme tu as parlé, on peut prendre l'exemple des États-Unis. La guerre d'indépendance, on peut aussi la considérer comme un travail qui a été fait politiquement, donc où les gens se sont rebellés, où il y a eu des aides du coup pour libérer les colonisateurs. Et donc ces gens-là, grâce au travail justement, ont pu acquérir une certaine forme de liberté et après, pour la suite, être totalement indépendants et autonomes pour devenir les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Aussi, pour remédier au vice, comme quoi le travail remédierait au vice, autre que la liberté, si on prend l'exemple des prisons aussi américaines, qui, elles, viennent juste enfermer les criminels pendant de longues périodes pour les forcer à se répandre ou alors les travaux communautaires forcés, on voit qu'il y a un bien plus grand taux de récidive pour les criminels en Amérique que dans des pays comme par exemple la Norvège, où l'intérêt est mis d'abord sur la réhabilitation et ça vient rééduquer les criminels pour qu'au lieu qu'ils récidivent, ils refassent partie de la société et ils soient purgés de leur vice en quelque sorte.
Alors, je suis d'accord avec toi que prendre les États-Unis comme exemple de liberté, c'était pas très judicieux de ma part. Mais justement, on peut penser à la Norvège, comme tu dis. Ces personnes, du coup, qui ne récidivent pas parce que elles ne sont pas traitées comme aux États-Unis. Finalement, ces personnes sont un peu en introspection sur elles-mêmes pour essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs et après être réhabilitées dans la société. Donc, font un travail sur eux-mêmes. Et on peut aussi parler par exemple, que pour que ces personnes puissent être réhabilitées dans la société, il faut que d'autres personnes travaillent avec ces personnes, justement, pour pouvoir les réhabiliter, pour après pouvoir en faire de parfaits et honnêtes citoyens. Les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent. Un ami ne serait-il pas un autre nous-mêmes? Du côté pour, veuillez accueillir Maël. Le responsable événement de l'œil est là pour en découdre. Il aime la compétition, il en fait d'ailleurs, et surtout sur le jeu Splatoon, et serait prêt à trouver tous les traîtres d'une partie de loup-garou. Contre lui se tiendra Gwendal. Il veut devenir développeur d'applications et il est là pour s'amuser, même si je pense qu'il a un avis sur la question, puisqu'il aime passer du temps avec ses amis. Et que le duel commence. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc, pourquoi un ami serait un autre nous-mêmes. Donc en soi, trouver un autre nous-mêmes à 100% serait quasiment impossible car il existe beaucoup de choses dans ce monde et aimer les mêmes choses exactement qu'une autre personne, sachant ça, serait très compliqué. Mais on peut au moins se dire qu'on pourrait trouver un ami qui a au moins quelques points communs avec nous, ne serait-ce qu'un seul point commun, ce serait déjà un petit peu un autre nous-mêmes. Et être contre cela reviendrait à dire qu'on pourrait être ami avec quelqu'un qui n'a aucun point commun avec lui. Je dois avouer être assez d'accord avec mon adversaire ici sur le fait qu'il est quasiment impossible de pouvoir trouver quelqu'un comme nous, donc quasiment impossible de pouvoir être ami avec un autre nous-mêmes. Mais je pense qu'il est cependant possible d'être ami avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec nous, même pas forcément la langue natale. On peut vraiment trouver toutes sortes de personnes sur Terre, et je doute qu'un quelconque point commun soit une qualité requise pour pouvoir être ami avec quelqu'un. Des opposés totaux peuvent s'entendre, même sans forcément véritablement s'entendre. Mais par s'entendre, imaginons, donc même si on n'a pas la langue natale, imaginons, ma langue natale c'est le français, et je ne parle que le français, et ça voudrait dire que je pourrais être ami avec quelqu'un que je ne comprendrais pas, car il ne parle pas la même langue que moi, et qui n'a aucune passion en commun avec moi. Par exemple, ce serait possible d'être ami avec quelqu'un qui n'a pas la même langue natale que nous, mais qui par exemple aime le foot. Et si moi j'aime le foot et que lui il aime le foot, on peut jouer au foot sans forcément parler. Alors que là, s'il n'y a pas la passion en commun, ça nécessite forcément le langage et c'est assez compliqué du coup d'être ami avec lui si on ne peut rien faire avec lui et on ne peut pas communiquer avec lui. Alors, quoi qu'il arrive, on communiquera. Tout ce que l'on fait est une forme de communication, qu'on le veuille ou non. Donc, même s'il n'y a aucun dialogue quelconque, on peut communiquer et se comprendre l'un l'autre. Oui, mais après, la communication peut arriver, par exemple, avec les mains ou je sais pas, mais surtout par le langage. Quand on veut exprimer une idée, par exemple, à quelqu'un d'autre, le faire avec les mains, c'est quand même assez compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que le langage existe, le langage oral. Et pourtant, excusez-moi. Pourtant, il fut un temps où le langage oral était inexistant ou peu développé, et tout le monde arrivait à se comprendre, à bien s'entendre et à communiquer les uns avec les autres. Oui, mais
Justement, à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus compliqué. Et si on était resté avec le langage de l'époque, c'est sûr qu'on se comprendrait moins bien. En fait, il n'y aurait pas eu de langue inventée, avec une grammaire inventée, etc., si ce n'était pas un besoin pour la communication. Mais aujourd'hui, avec la technologie qui est arrivée, on est capable de pouvoir traduire n'importe quel texte de n'importe quelle langue dans une autre langue. Oui, mais ça ne passe pas par l'oral, c'est par l'écrit à ce moment-là. Et pourquoi ça devrait passer par l'oral? Parce que dans tous les cas, si tu n'as aucune passion en commun avec la personne adverse, enfin, ça passe pas forcément par l'oral, je suis d'accord, mais même si tu n'as aucune passion avec la personne adverse, tu vas parler de quoi avec elle si elle ne parle pas la même langue que toi, peu importe. On peut essayer de comprendre l'autre personne. Essayer d'en apprendre plus sur les autres peut permettre de découvrir leurs passions sans forcément pour autant les partager. Et c'est ainsi qu'on peut devenir amis sans avoir rien en commun, parce qu'on est intéressé par ce que l'autre personne fait, malgré que ce ne soit pas quelque chose de commun avec ce que nous on fait. Oui, mais si toi tu es intéressé par ce que l'autre personne fait et qu'elle n'est pas pareille que toi, elle ne sera pas intéressée par ce que toi tu fais. Eh bien tant pis, je serai le seul à aimer l'amitié. Ce sera un peu hypocrite de sa part. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu hypocrites en soi? Oui, mais c'est mieux de ne pas avoir des amis hypocrites que d'avoir des amis qui s'intéressent vraiment à toi. La confiance peut être difficile à trouver. On devient très confiant quand on sait qu'on a raison, mais est-ce qu'on perd toute confiance quand on sait qu'on a tort? Il vient de Kiesak-Leving. Dans l'informatique, c'est la logique qu'il préfère. Il aime les jeux vidéo et souhaite en faire. Voici Louis qui va débattre pour. C'est le nouveau trésorier de l'Œil. Il adore le sport automobile et apparemment du samplon coulerait dans ses veines. Il fait aussi de très belles photos. Veuillez accueillir Valentin. Je vous souhaite un bon duel. Donc bonsoir. Tout d'abord, je vais vous faire comprendre en quoi on peut avoir confiance, pas forcément en ayant raison, mais aussi en ayant tort. Tout d'abord, on va définir la confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est? La confiance, c'est simple. En fait, ça peut être distribué à une personne, ça peut être un ami, un inconnu ou nous-mêmes. Et c'est si on posait la question, par exemple, est-ce que je pourrais confier ma chèvre à quelqu'un, à cette personne-là? Donc on va s'appuyer un peu sur ça pour mon premier argument. Par exemple, prenons mon ami Valentin. Il est braconnier. Comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, j'ai une girafe et je veux lui confier. J'ai confiance en lui. C'est mon ami. Je lui confie et il la tue. J'avais tort. Je n'ai fait que mon travail, dans un premier temps. La confiance, ça ne s'accorde pas à n'importe qui. Forcément, quand tu confies ton animal protégé à quelqu'un qui est braconnier, t'as beau être ami avec lui, faut pas pousser non plus. Quand on parle de confiance, on peut l'avoir dans plusieurs cas. Est-ce qu'on est vraiment confiant si on n'est pas sûr de ses idées? Si on prend ton argumentaire, est-ce que tu étais conscient que je pouvais faire ça? Tu savais, dans un coin de ta tête, que en tant que braconnier, j'allais pouvoir faire ça. Tu n'avais pas 100% confiance et tu te mentais un peu à toi-même, finalement, en te disant que tout va bien se passer, je peux garder cet animal. T'as pas réussi, tu t'y attendais. Même si je l'ai tué, dans l'argumentaire, hein, même si je l'ai tué, t'as pas pu te convaincre. Tu peux pas te convaincre d'un argument dont tu sais qu'il est faillible, comme tu pourrais te convaincre d'une vérité pure. Là, on vient à mon deuxième argument, du coup, qui est l'ignorance. Ce n'est pas parce que vous ignorez quelque chose
que vous n'avez pas confiance en cette ignorance. Vous pouvez être ignorant et avoir tort, mais être totalement dans la confiance de ce que vous faites. L'ignorance n'apporte pas forcément le défaut ou tout ce qui va avec. Ce n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on est ignorant qu'on ne sait pas les choses, qu'on ne peut pas avoir confiance en nous. Donc, parlons d'ignorance. Même si tu es ignorant, imaginons que quelqu'un soit ignorant, il décide quand même d'avoir un avis ou une opinion qu'il décide de partager. Cette personne va avoir beaucoup moins confiance en elle en partageant l'information qui est potentiellement fausse que si il savait que son information est véridique, vérifiée, et qu'il allait la partager à ses amis. On ne peut pas se persuader d'un mensonge, qui soit le plus petit qui soit. C'est impossible. C'est là qu'en vient du coup la théorie de l'illusion. J'avais peut-être beau savoir ce que c'était braconnier, mais peut-être que tu m'as menti, que tu m'as mis dans l'illusion d'en fait que braconnier c'était quelque chose de super et que même si c'était ton métier, je pouvais te faire confiance, te donner mon animal de compagnie, ma girafe, etc. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas confiance en toi, juste tu m'as mis dans l'illusion et j'avais tort dans tous les cas. Quand tu parles d'illusion, tu parles d'une emprise mentale sur la personne ? Par exemple, oui. Ouais, du coup, si on parle d'emprise sur la personne, là, c'est encore un débat un peu plus compliqué. Parce que la personne, si elle a une emprise mentale sur une autre, la personne qui est sous l'emprise, elle va pas voir la vraie réalité. Elle va avoir une réalité alternée. Donc, la réalité qu'elle voit, en soi, c'est un mensonge. Elle essaye de s'en persuader jusqu'au moment où c'est dur, c'est vrai, mais elle arrive à percevoir la vraie réalité. Là où je voulais amener mon débat, en fait, depuis le début, c'est que j'ai totalement tort. Mais j'avais confiance en moi. J'avais complètement confiance en moi parce que je menais le débat depuis le début. Tout ça pour vous dire quelque chose. Une deuxième personne avait tort. Mon ami Valentin. Ce qui fait 2 personnes. Pourtant, il avait confiance en ses arguments. Donc il avait confiance dans le fait d'avoir tort. 3e point. Là où tout le monde, en fait, a tort. Parce que c'est un tort, le mensonge. Vous avez confiance en vos mensonges. Certaines personnes arrivent à se persuader dans leurs mensonges. Pourtant, ils ont tout aussi tort. Et ce que je veux apporter en supplément à tout ça, c'est que j'ai un trou de mémoire. Parfait. Je prends la main du coup. Tout ça, je vais utiliser mes 10 dernières secondes pour dire que oui, tu peux te persuader d'un mensonge en créant un nouveau mensonge et en t'empêtrant dans un nouveau mensonge encore et encore jusqu'à ce que la vérité se révèle et que ta vision altérée devienne une version réalité et donc tu te rends compte que tu n'as plus confiance en toi. On peut tout fuir sauf sa conscience? N'en soyez pas si sûrs, parce que ses prochains participants ne pourront pas fuir ce débat. Elle suit les traces de ses parents qui font aussi de l'informatique. Elle aime lire, dessiner et regarder des films. Et c'est la seule participante de ce soir. Veuillez accueillir Pauline. Contre elle, un fan de l'univers Warhammer, il adore faire du modélisme et souhaite devenir game designer. On applaudit Maxime. Maxence, pardon. Commençons ce dernier débat. Donc bonsoir à tous. Alors je vais commencer ce débat par un argument que je pense que tout le monde connaît, la procrastination. Je pense qu'on a tous déjà procrastiné dans notre vie une fois et cela rejoint le thème « Est-ce qu'on peut tout fuir sauf notre conscience ?» Donc évidemment, on ne peut pas fuir notre conscience parce que quand on procrastine, on va toujours se... comment dire ?
se le reprocher en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois, ça peut même amener à faire des névroses. Donc j'ai des amis qui font des insomnies à cause de la procrastination parce qu'ils stressent, donc ils remettent toujours au lendemain ce qu'ils voulaient faire. Et au final, ça nous soulage sur le moment même, mais ça ne fait que repousser nos problèmes. Donc je pense que nous ne pouvons pas fuir notre conscience, parce que notre conscience nous rappelle toujours à l'ordre. C'est-à-dire que nous allons toujours stresser par rapport à nos problèmes, même si nous les fuyons, nous les repoussons. Ils sont toujours présents et ça va sûrement aggraver les situations futures. Bon, personnellement, moi je pense le contraire. Je pense qu'on peut fuir ce petit criquet qu'on a sur l'épaule. Il y a plusieurs moyens évidents qui pourraient nous venir à l'esprit, donc je vais commencer par un simple, donc le déni. Le déni, à quoi ça correspond? C'est un moyen de déformer la réalité pour oublier réellement ce qu'on a fait. Avec ce déni, nous n'avons plus conscience de ce que nous avons fait, donc nous n'avons pas réellement ce petit criquet qui nous dit ce qu'on a fait de mal, parce qu'on l'a oublié et on a essayé d'enterrer profondément. Dans le cas où on fuit, je ne veux pas dire qu'elle ne reviendra pas, mais on va l'enterrer pendant un temps, on va oublier son existence, on va essayer de le fuir le plus possible. Donc, je pense que tu veux dire le déni, ça rejoint l'inconscience. Mais l'inconscience fait aussi partie de la conscience, c'est une autre facette de notre personne. Donc la conscience se développe vers l'âge de 7 ans. Nous avons tous une conscience et même si nous sommes dans le déni, par exemple, ça peut arriver, des grossesses de déni, au fond de nous-mêmes, nous savons forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que fuir nos problèmes n'est pas la solution. Et notre conscience va se manifester par des problèmes de santé, généralement. Donc, ça peut être des névroses, des ulcères. J'ai un ami qui a eu des ulcères à cause de ça, justement. Voilà. Donc, notre conscience est toujours présente, peu importe, même si nous repoussons nos problèmes, par exemple dans la drogue, l'alcool, ou plein d'autres problèmes de nos jours qui se développent de plus en plus. Voilà. Très, très intéressant. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on s'en débarrasse ou qu'on la détruise, juste la fuir. Quand on fuit, on n'a pas besoin d'affronter son adversaire. On veut juste s'éloigner le plus possible de cet état. Donc, techniquement, en utilisant de la drogue ou de l'alcool, on fuit bien sa conscience parce qu'on va se mettre dans des états seconds. En reprenant l'exemple de Very Bad Trip, même si c'est un film, ça existe, où les personnes qui ont subi ça n'ont plus conscience de ce qu'elles ont fait. Elles n'étaient plus elles-mêmes. Après, un autre moyen pour fuir sa conscience, nous avons les réflexes, où le corps va agir avant la pensée, l'instinct de survie, où si on a un adversaire en face et qu'on sait qu'on doit le battre, mais que notre conscience nous pousse à ne pas le faire, si c'est pour notre propre survie, on le fera, et on mettra de côté cette conscience, donc quelque part, la fuir un brin. Oui, mais la fuite, ça ne fait que repousser le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc même si tu vas fuir le problème, le danger sera toujours là. Par exemple, si tu repousses tes SAE au dernier moment, tu vas te retrouver avec de graves problèmes pour le restant de la scolarité. Ou je peux donner d'autres exemples, hein, pas forcément les SAE. C'est bien trouvé, le système de la SAE. J'aurais peut-être plus pensé au fisc, personnellement. Mais oui, après, je voulais en venir au dernier grand point de comment se débarrasser réellement de sa conscience. En fait, c'est certaines personnes qui vont naître comme ça, parce que tu dis qu'on l'a dès 7 ans, mais en réalité, c'est faux, parce que la conscience vient réellement de la morale, on peut l'associer. La conscience va nous faire éprouver des sentiments par rapport à cette morale, ce qui est bien ou non. Et on sait que certaines personnes ne perçoivent pas comme nous cette morale, et elle est très basse pour eux, les sociopathes par exemple. Oui, mais ça, c'est des exceptions, c'est pas la personne lambda. Effectivement, mais les exceptions sont quand même là. Oui, si on veut. Forcément, il y a toujours des exceptions à n'importe quel thème, n'importe quel sujet, donc... mais que tu sois sociopathe ou psychopathe ou n'importe quoi, tu auras toujours des problèmes comme n'importe quelle personne lambda, voilà. Et tu as toujours conscience de tes actions. Tu peux très bien faire des actes atroces en étant conscient.
bien, on les remercie pour ce beau duel. On peut encore les applaudir si vous le souhaitez. À présent, les jurys vont devoir débattre sur qui sera en finale ou non. Alors en attendant, faisons une petite pause. Mais d'abord, nous allons faire les retours des jurys par rapport aux prestations qui ont été faites. Donc je peux commencer. Merci. J'ai entendu plein de choses intéressantes, des arguments qui, voilà, aussi certains un peu étranges, mais c'est chouette parce que vous avez pu vous exprimer. De mon côté, je ressors, alors non pas qu'il n'y ait pas eu de choses intéressantes dans tous les discours, je ressors vraiment les duos 4 et 7 de mon côté, parce que je trouve que chaque fois, alors, enfin en tout cas pour ces deux duos-là, il y a eu une belle bataille, entre guillemets, mais qui est restée très bienveillante et avec des arguments qui, moi, m'ont assez convaincu. Oui. Donc oui, c'était agréable comme joute. Alors, du coup, moi j'ai plus pris de notes sur le duo 7, donc on peut tout fuir sauf sa conscience, avec Pauline et Maxence. Donc j'ai trouvé que c'était une belle joute, qu'il y avait un bon ping-pong entre les deux. Au niveau voilà, des arguments, ils reprenaient bien. Donc voilà, bon ping-pong et puis une aisance. Donc voilà, merci pour ce discours. Alors, de mon côté aussi, j'ai trouvé que c'était quand même bien équilibré. Dans la plupart des joutes, on a vu des arguments très intéressants et moi, particulièrement, j'ai aimé les discours qui se sont construits tout au long en fait, de la joute pour à la fin arriver à leur crescendo. Il y en a au moins 2 qui se sont passés comme ça, j'ai adoré. Alors je voudrais aussi, j'ai pris des notes plus particulièrement sur 2 joutes en particulier, donc 3 et 5. Pour le 3, ce que je voudrais quand même dire, c'est dur d'être devant un gros public, mais c'est aussi, ça peut être aussi dur d'être le concurrent qui a la plus de préparation peut-être, ou d'arguments, ou juste le moins de stress. Dans ce cas-ci, je trouve qu'au moins le candidat qui a joué pro la gentillesse et la noblesse de l'intelligence, il a réussi en fait nous montrer exactement ce qu'il est en train d'argumenter par son attitude. Voilà, donc voilà. Tandis que pour la joute 5, j'ai trouvé que l'argument contre, ça nous a montré à quel point être à la défense et sans laisser un point d'entrée à l'attaquant peut être extrêmement embêtant pour l'opposant et aussi très efficace comme tactique. Alors bonjour à tous, je profite tant que j'ai le micro pour remercier Pan pour l'invitation et pour vous féliciter pour ce concours, tous les participants, ravis de vous rencontrer. Moi j'arrive avec un avantage, c'est que je ne vous connais pas du tout, je ne sais pas si vous êtes de bons étudiants, mauvais étudiants, des étudiants qui travaillent ou pas. Donc là j'ai que la vignette vraiment juste aujourd'hui pour vous évaluer, vous juger en tant que jury. J'ai été assez étonnée, très agréablement surprise du travail qui a été fait sur moi, ce que j'appelle la mise en corps et la mise en voix au niveau des locutions, l'ancrage au sol. On a des personnes qui ne tanguent pas, on a des candidats qui sont assez ancrés, qui sont bien préparés. Certains d'ailleurs avaient une grosse préparation, ça se voyait dans les arguments et dans la présentation. De bonnes préparations avec des chiffres, avec des exemples qui avaient été recherchés en amont. Après, donc, on m'avait donné la consigne de travailler sur 2 étudiants en particulier pour remplir les grilles. Je me suis dit, bon, comme je suis l'ancienne, ils m'ont bizuté parce qu'ils m'en ont mis un qui ne parlait pas beaucoup.
Et après, je me suis dit que peut-être c'était une stratégie de sa part. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute. Voilà. Alors, j'ai trouvé que globalement, oui, c'était effectivement bien préparé. Hein. On sent que vous n'êtes pas venu les mains dans les poches en touriste. Ce serait bien que ce soit tout le temps le cas. Enfin bon, voilà. voilà. Donc, on vous sentait motivé en tout cas. Donc ça, c'est bien. J'ai aussi trouvé que globalement, il y avait une vraie construction dans l'argumentation. Parfois, un peu de mal à se défendre pour celui qui se fait attaquer en premier. Après, je conçois que du coup, la position est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de commencer que de se défendre après. Donc, bravo à ceux qui ont commencé en deuxième, hein, pour répondre les premiers aux partenaires. J'ai trouvé qu'il y avait des duos qui avaient extrêmement bien marché, où on avait justement un bon ping-pong dans les échanges. Donc, je ne connais pas le niveau de préparation que vous avez eu entre vous, mais en tout cas, les faits étaient assez sympathiques. Et donc, sinon, j'avais pour consigne aussi de suivre un peu plus Tom et Mathias. J'ai trouvé que vous étiez passés parmi les premiers, hein, ce qui est pas facile du tout parce que l'ambiance est encore un peu fraîche, voilà, on n'est pas forcément encore bien dedans. Donc j'ai trouvé que vous étiez globalement extrêmement bien défendus et que franchement c'était un beau moment. Merci beaucoup pour ces retours. Je vais prendre la parole à mon tour. Vous féliciter déjà pour tout ce parcours, ces étapes atteintes pour cette belle soirée. C'est vraiment un très bel événement et on a eu des interventions de qualité. Malgré parfois, alors c'est un petit tacle, hein, des écarts. On a vu des argumentations qui se perdaient, qui étaient un petit peu circulaires. Mais dans l'ensemble, je tiens à saluer le niveau de... Alors c'est un concept que j'ai inventé, hein, de vivance. C'est-à-dire que c'était très vivant. Il y avait un bel ancrage, comme l'a souligné Aurore également. C'était quelque chose de vraiment mise en scène avec parfois de la théâtralité. Donc c'est tout à fait c'est quelque chose que je voulais saluer. Donc merci à vous. Et pour ma part, je devais suivre Mathis et Renaud. Donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi du répondant, avec aussi un bravo à Renaud qui a su contre-attaquer avec brio. Donc je mets une petite félicitation déjà à ce niveau-là, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas évident d'avoir à contre-attaquer sur un sujet aussi délicat. Et je laisse la parole maintenant au jury étudiant. Donc, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Pierre-Antoine Navarrete de nous avoir fait confiance pour faire partie du jury de cette année. Donc, nous avons tous les deux évalué la joute numéro 6, donc, sur le sujet de la confiance et du tort. Pour ma part, j'ai beaucoup observé Louis. Il faut savoir que j'ai adoré votre joute verbale. Je tiens à vous féliciter tous les deux pour ce combat. Merci. En tout cas, vraiment deux candidats très bons dans leur élocution, dans leurs arguments. Et voilà, je laisse la parole à mon camarade. Merci beaucoup. Évidemment, j'ai fait comme Mathéo, j'ai observé la joute numéro 6. Après, pour refaire un petit tour d'ensemble, j'ai un petit peu le même point de vue que nos enseignants. Il y a eu des joutes qui se sont très bien démarquées et où il y a eu des très bons retours et attaques. Donc déjà, félicitations à vous tous pour ça. Félicitations déjà aussi d'avoir voulu passer sur scène, parce que je sais ce que c'est et c'est pas forcément rigolo pour tout le monde. Pour revenir, moi de mon côté, j'ai observé Valentin. Mais sinon sur l'ensemble de la joute c'était bien. J'ai trouvé que ça s'était un tout petit peu égaré et qu'on s'était un petit peu éloigné du sujet en oubliant une partie, mais dans l'ensemble il y avait des bons arguments. Ça manquait un petit peu d'exemples, mais c'était pas mal. Et bien maintenant nous allons passer à l'annonce des résultats. Ils sont arrivés au final, veuillez les accueillir avec de grands applaudissements. Tout d'abord dans l'ordre, Renaud.
Maxence. Valentin. Il arrive. Hein. Logan. Louis. Lucas. Et pour finir, Mathias. Alors, dans l'ordre que je vais annoncer, ils vont devoir passer pour le sujet final, qui est un sujet surprise. Ils ne sont toujours pas en courant. Ils auront 15 minutes de préparation. Et le sujet, c'est « Si vous étiez un objet, lequel seriez-vous et que diriez-vous pour vous promouvoir ?» Vous pouvez commencer à aller vous préparer. Bonne chance à vous. Je vous présente Mathéo d'un côté et Florian de l'autre, qui vont faire un petit débat sur comment est-ce qu'une personne est éloquente. Vous pouvez commencer. C'est moi qui commence ? Oui. Bon, on va pas vraiment débattre, on s'est mis d'accord parce que pour ou contre sur une question comme ça, c'est assez difficile. Donc on va plutôt échanger nos idées. Et donc comme tu m'as invité à commencer, ben, je vais le faire. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne est éloquente ? Il y a plusieurs choses dans l'éloquence d'une personne, en tout cas de mon point de vue. La première, c'est déjà tout ce qui est de la communication qui n'est pas directe. Donc le regard, la manière de parler, l'assurance évidemment. Et ce sont tous des arguments qui font qu'une personne va avoir tendance à plus facilement nous convaincre de ce qu'elle nous dit qu'une personne qui fuirait du regard, qui aurait du mal à trouver ses arguments. Bah, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi, parce que bah, évidemment, comme ça, on a du mal à comprendre ce que je dis. Mais il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, savoir parler, tout simplement, parce que oui, la communication verbale, c'est important, en effet. Mais savoir parler, ça l'est tout autant, parce que bah, sinon, on ne comprend pas ce que vous dites. Si on commence à bégayer, à dire des mots incompréhensibles, bah, désolé, mais j'arrive pas à suivre une conversation normale. Je suis tout à fait d'accord avec toi et on pourra même ajouter à ça les personnes qui parlent trop vite et qui ont tendance à nous faire des petits raps d'ailleurs quand ils sont sur scène. Ça devient compliqué de vous comprendre, donc posez-vous et pensez aux pauvres jurys qui vous écoutent derrière et qui tentent de vous suivre et d'être pour vous. Tu veux pas reprendre ? Non, mais après, si on parle d'un point de vue aussi, parce que tu commences à apporter le point de vue de jury, de gens qui nous entendent. Là, vous voyez, j'ai un micro devant moi, je suis un peu éloigné, vous m'entendez pas forcément. Alors que là, vous m'entendez très bien, même peut-être un peu trop. Mais enfin, tout ça pour dire que, évidemment, il y a beaucoup de facettes à la communication en général, à l'éloquence. Et au final, l'éloquence n'est pas juste parler, déblatérer des mots, c'est tout un ensemble, une harmonie, un orchestre de choses qu'on va mettre en œuvre pour tout simplement comprendre, se faire comprendre. Et si tout le monde met un peu du sien pour justement appuyer cette éloquence, cette façon de parler avec des gestes, regardez, je fais des mouvements avec mes mains, et bien tout simplement ça facilite la compréhension de soi et peut-être afin de rendre peut-être un monde un peu meilleur. On est bien d'accord là-dessus, et du côté de l'éloquence, si on parle un petit peu des débats qu'on a lieu d'observer, en tout cas qu'on a eu lieu d'observer dans la première partie de ce concours, il n'y a pas seulement la communication, il y a également les arguments, la préparation des candidats qui est très importante à prendre en compte, puisque évidemment une personne qui aura des bons arguments aura forcément un certain avantage. On peut mettre également en avant... Je suis pas d'accord. Mais vas-y, argumente alors. Je trouve que quand tu parles, tu m'énerves, donc déjà, ça passe pas de fou. Mais sinon, oui, pour te couper, en effet, parce que sans avoir d'argument, juste défendre un sujet sans avoir rien à appuyer derrière, évidemment, c'est creux, ça sonne creux et ça n'a pas beaucoup de sens.
On est bien d'accord, et les exemples sont toujours les bienvenus pour argumenter quand on est sur ce genre de débat. Du côté de l'éloquence, bon, on a parlé de la communication, il n'y a pas que ça. Je pense que tu as notamment des exemples à nous donner, Mathéo. C'est-à-dire Dans ta manière d'être, tu es une personne qui est assez éloquente, tu as fait, il me semble, du théâtre. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que bon, vous avez beau avoir une éloquence infaillible, vous êtes entraîné, il y a quand même des aspects de la personne, de l'être, qui ne sont pas à dénier. Je vais prendre l'exemple justement du concours d'éloquence de l'année dernière. Personnellement, je trouve que j'avais fait une piètre présentation, on va dire, lors du sujet final, parce que évidemment, effectivement, j'ai été choisi pour le dernier sujet. Et bien, tout simplement, le stress m'a empêché d'être éloquent. Donc, non seulement faut savoir parler, mais aussi faut savoir ne pas se faire caca dessus. Et savoir aussi avoir une manière de parler, ça aide de temps en temps, Mathéo. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je peux te lancer sur des sujets que je sais que tu rebondiras dans la direction où je voulais aller. Concernant notamment le stress, quand il s'agit d'être éloquent, c'est quelque chose que beaucoup connaissent, que beaucoup subissent malheureusement. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé en général, Mathéo? Non. Alors, est-ce qu'il y avait une raison particulière au fait que tu es stressé pendant la finale du concours d'éloquence de l'année dernière? Alors, je pense que l'une des premières raisons se situe sous mes yeux actuellement, c'est-à-dire la présence d'un public, de caméras, d'être observé, de se sentir obligé de toujours fournir mieux, car justement, on est observé. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer d'être dans sa bulle, de se concentrer et de ne pas faire attention à ce qu'il y a autour, parce que vous serez toujours meilleur si vous ne faites pas attention à votre environnement que si vous y faites attention. Attention aux voitures quand même. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que tu as des conseils à donner aux finalistes avant qu'on clôt ce débat? Écoutez, dans un premier temps, je vous souhaite bon courage, parce que c'est dur. Improviser un sujet à la dernière minute, c'est pas facile pour tout le monde. Et tu parles beaucoup, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Je vous souhaite à tous une très bonne finale de concours. Et ben, je vais reprendre en vous souhaitant également une très bonne finale, un bon courage. C'est vrai que se préparer comme ça à la dernière seconde, on sait tous les deux ce que c'est avec Mathéo. C'est pas le plus facile et j'espère que vous arriverez à nous épater et à nous surprendre et à nous donner envie de vous acheter. Ils se sont préparés, sont-ils prêts? C'est l'heure de la finale. Pour commencer, nous accueillons Ono. Pas de pression. Hein. Jamais. Petite devinette. Qu'est-ce qui peut transmettre des émotions? Faire beaucoup de bruit aussi, sympa. Transmettre des informations. Pouvoir bouger avec les gens, être pratique. Et aussi, pouvoir être un symbole sur la planète. Mais écoutez, c'est le livre. Ça paraît bête. On connaît pas trop ça en BUT informatique, pas trop. Mais avec un livre, on peut en apprendre partout sur le monde. On peut découvrir des autres cultures. On peut apprendre une langue. Connaître la science, le monde qui nous entoure. Est-ce que c'est pas ça le plus beau de ce qu'il y a dans notre monde? C'est apprendre. Et qu'est-ce que peut mieux nous apprendre qu'un livre? Vous pourriez me citer un prof, évidemment, mais bon, là, ça dépend des profs. Ça dépend. Je vise personne. La victoire qui s'envole. Mais on ne peut jamais autant apprendre qu'avec un vrai bon livre. On peut aussi avoir énormément d'émotions. On a vu des gens rire, pleurer, être en colère contre des mots sur un papier qui sont regroupés pour faire des phrases et un livre. C'est pas ça la beauté d'un livre, c'est pas ça. Évidemment qu'il y a des gens qui comprendront rien à ce que je dis, parce que ça leur parle pas. Pour eux, c'est pas quelque chose de tangible. Il n'y a que des mots pour les gens. Mais pour ceux qui savent les comprendre, c'est ça qui est le plus beau. C'est pas avoir de l'argent sur son compte.
c'est un gadget ça. Ok, c'est sympa, mais avoir des amis, oui, évidemment, c'est très bien. Avoir une famille, mais ça, on peut aussi le trouver dans un livre. Le réconfort. Mais dans un livre, ce qu'il y a aussi de sympa avec le livre, c'est que c'est pratique. On peut s'emmener n'importe où. On peut se faire... J'allais dire une bêtise. Mais on peut, je sais pas, être un coup au Canada et puis suivre un homme d'affaires jusqu'en France, puis en Tanzanie, puis en Indonésie, puis on peut être partout parce que le livre suit les gens. Le livre suit le monde. Et puis c'est surtout un symbole d'espoir, un symbole de liberté. Dans les pays où la politique ne permet pas de faire tout ce qu'on voudrait, où on est réprimé par la société qui nous entoure. Le livre, c'est un symbole d'espoir. C'est ce qui permet à des gens de voir le bout du tunnel. Merci. C'était très beau, je dois l'avouer. Mais maintenant, c'est au tour de Maxence de nous présenter quel objet il est et de nous convaincre. Rebonjour. Donc pour l'objet que j'ai choisi, je suis parti sur le couteau. Mais quel couteau? Un couteau suisse, multifonction? Non, pas intéressant. Il vient pas de nos régions, il vient pas de chez nous. Un couteau damassé en corne de mammouth? Très cher, magnifique. Mais tout le monde ne peut pas l'acheter. Et quel est l'intérêt de prendre un couteau si cher? Je partirais peut-être plus sur un corésien. Il vient de mes régions. Un très beau couteau avec un emblème de la région, quelque chose de simple et raffiné. Mais le couteau, il sert à quoi? À quoi pourrait-il nous servir? Généralement, on l'utilise pour manger. Mais en Corrèze, pratiquement tout le monde en a un. On va chercher les champignons, on pêche, on peut se débarrasser des poissons au niveau des tripes. Mais d'où nous vient le couteau? Le couteau, à l'origine, c'est fait avec des matériaux bruts, du métal, du bois. Et on va le façonner. Un peu comme la vie d'une personne. La personne va commencer brute. Et on va la façonner avec des expériences pour qu'elle puisse servir à tout le monde. De plus, le couteau, c'est bien mieux qu'un bijou. Tout le monde peut en avoir un. Un homme, une femme, ça convient à tout le monde. Alors que les bijoux, il y en a pour les hommes, pour les femmes, c'est pas égalitaire. Après, où est-ce que je vendrais mon couteau? Je pense que je partirais dans une boutique où je pourrais échanger avec la personne sur son intérêt du couteau, pourquoi il voudrait un couteau et à quoi ça va lui servir. C'est bon pour moi. Une présentation tranchante, n'est-ce pas? C'est maintenant au tour de Valentin de nous présenter son objet. Alors, j'ai appris pas plus tard qu'il y a 5 minutes que le stream n'était pas en moins de 18, donc je vais passer sur mon deuxième choix directement. Donc, comme l'a dit Maya au début, il y a du sang-plomb qui coule dans mes veines. Depuis tout petit, j'ai toujours été élevé avec le sport automobile. J'ai un père qui a fait du rallye, donc il est essentiel, même il est, j'ai envie de dire obligatoire, que l'objet que je choisisse est en rapport avec le sport automobile. Donc j'ai choisi de prendre le halo. Donc certains ne connaissent pas forcément ce qu'est le halo. C'est une... ça a l'air pas intéressant maintenant que je vous le dis, mais... c'est une pièce de carbone qui permet une protection à la tête pour les pilotes, donc pour éviter qu'ils se prennent des pneus s'ils volent et qu'ils se détachent de la voiture, ou même pour les protéger des barrières pendant les crashs. Ça a déjà sauvé la vie à un nombre de pilotes. Pour ne citer que lui, Romain Grosjean, au Grand Prix de Bahreïn. Donc pourquoi j'ai choisi cet objet? Parce qu'il est très symbolique. Toutes les normes de sécurité au sein du sport automobile ont toujours évolué avec les accidents dans un sens. L'accident dans les années 70 de Niki Lauda a permis le fait de rendre obligatoire les casques et les ceintures de sécurité, qui ne l'étaient pas à l'époque. Et le halo, pour moi, est ultra symbolique. Il décide de protéger tous les pilotes. Si j'étais un
Si du coup j'étais le Halo, je protégerais ceux qui m'ont permis de grandir, ceux qui m'ont entre guillemets élevé, parce que j'ai toujours été élevé en voyant des modèles comme Michael Schumacher, Sebastian Vettel, etc. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, forcément ça a l'air un peu rebutant de parler d'un morceau de carbone, mais pour moi il a bien plus de valeur que énormément de choses qu'on peut trouver sur cette terre. C'est beau les voitures. À présent, c'est au tour de Logan de nous faire sa présentation. Rebonjour à vous. Un objet, c'est compliqué un objet. Au début, j'avais pensé à une serviette, une craie, une horloge, c'était marrant. Mais je voulais quelque chose qui me représente vraiment, comme j'avais compris, c'était plus le sujet. Beaucoup d'entre vous le savent ici, mais moi, je vis du stress. Je suis stressé tout le temps. N'importe quoi me stresse, vraiment. Quelque chose dans la vie qui ne me stresse pas n'existe pas. Et l'un de mes plus grands ennemis dans la vie, c'est le temps. Et donc, mon objet, c'est une machine à voyage dans le temps. Alors, vous êtes en train de vous dire, ça ne s'achète pas. Eh bien, je vais vous prouver le contraire aujourd'hui, parce qu'il suffit finalement de lever les yeux au ciel. Finalement, mon objet, c'est un télescope. Parce que le télescope, il permet d'observer le passé en levant les yeux au ciel, justement. Et c'est en faisant ça, finalement, qu'on se rend compte que dans l'univers, on n'est pas grand-chose et qu'il faut relativiser sur ce qu'on fait, qui on est et ce qu'on a envie de faire. De plus, c'est vraiment l'horizon de l'humanité. Est-ce que l'humanité finira dans l'espace ou s'éteindra sur Terre? Tant de questions sans réponse qu'aujourd'hui, la vie nous impose et avec laquelle on doit vivre avec. Est-ce que la Terre va mourir? On ne le sait pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut faire en attendant, c'est lever les yeux au ciel avec un télescope. Et c'est également une ouverture sur le monde, sur l'espace, comme j'ai dit, une introspection sur nous-mêmes, mais également ça nous permet de rêver à qu'est-ce qu'il y a là-haut, qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce que l'on veut devenir. Donc si j'ai juste un mot à dire, levez les yeux au ciel. Merci. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a la tête dans les nuages. C'est au tour de Louis de nous présenter son objet et de nous convaincre. Donc moi, mon objet est très complexe, et du coup, je vais vous le laisser le deviner au sein de ma description. Mon objet, on peut le retrouver dans les tout premières présentations. C'est peut-être l'objet le plus commun au monde, globalement. On l'utilise tous les jours, et il peut me représenter. On peut le froisser, on peut le défroisser, il aura toujours des froissures. On peut dessiner dessus, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un exemple de liberté. C'est aussi un exemple d'intelligence, parce que dessus on peut écrire nos sentiments, que ce soit l'amour, la colère et bien d'autres. Il est tellement commun qu'on l'oublie presque. On essaye de l'effacer, parce qu'il a quand même un impact assez important, mais seul, il ne sert à rien. Mon objet, sans lui, je me serais beaucoup ennuyé toute ma vie. Et même, je pense qu'une grande partie de l'humanité serait ennuyée sans lui. Il a été là tout au long de l'histoire, ou presque, depuis l'Antiquité. Comme quoi, il est assez vieux, finalement. Et bien évidemment, vous l'avez deviné maintenant, je parle bien évidemment de la feuille d'un papier. Elle est blanche, elle est vierge, elle est nue. Mais pourtant, c'est peut-être l'objet le plus créatif au monde. On n'est pas obligé de dessiner, d'écrire non plus. On peut aussi juste le prendre, le plier, le prendre ou par exemple imprimer dessus. Et on va du coup prendre un des arguments qu'avait dit Renaud, c'est qu'on peut en faire de l'argent aussi. C'est aussi un symbole d'argent, de puissance. Et c'est là où aussi on l'efface aujourd'hui, c'est qu'on essaye de tout passer en ligne. Mais pourtant, sans lui, on ne pourrait pas faire ressentir toutes les émotions d'une personne. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous déconseille quand même de froisser une feuille, après c'est un peu pénible pour écrire dessus. Mais maintenant, c'est au tour de Lucas de nous faire sa prestation.
Donc, je me tiens à nouveau devant vous pour vous présenter mon objet. Donc, l'objet que j'ai choisi est en rapport avec le BUT informatique. Vous devez sûrement vous dire quand est-ce que va arriver un objet électronique, un objet de technologie. Ben, je vous dis qu'il est là. Moi, je vais vous parler du casque VR. Donc, vous vous dites, ouais, casque VR, on pense à jeux vidéo, on pense à se recroqueviller sur soi-même. Donc, certes, le casque VR va permettre de pouvoir aller jouer, déjà de manière à se recroqueviller. On peut jouer avec ses amis, ce qui est déjà un contre-argument à cela. Mais le casque VR, de nos jours, on peut aussi s'en servir pour vivre. Pour vivre, on a une vie que l'on connaît tous, on peut vivre d'autres vies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, là où la vie nous limite, on grandit, et on nous dit, tu dois choisir un métier que tu exerceras toute ta vie ou presque toute ta vie. Et bien là, le casque VR est présent, vous faites votre métier dans la vie réelle, mais à côté, si vous voulez être policier, si vous voulez être pompier, si vous voulez être ingénieur, vous pourrez essayer de l'être, vous pourrez l'être, quitte à avoir des échecs, vous pourrez recommencer. Donc le casque VR me permet justement de vivre autant de vie que vous le souhaitez. Et après, on peut se dire, il y a un problème avec le casque VR, c'est que c'est embêtant, ça a une batterie, ça peut être embêtant à transporter. Imaginons, on est dans l'avion, on se dit, on ne va pas mettre notre gros casque pendant l'avion, mais ça, c'est le casque d'aujourd'hui. Parce qu'avec les améliorations que l'on voit au cours du temps, on peut voir que ça commence à être remplacé dans de simples lunettes, par exemple. Et donc là, de où que l'on soit, si l'ennui nous prend, on peut se dire, tiens, je vais aller piloter un avion. Ou tiens, je vais devenir auteur, je vais devenir écrivain. Et donc là, ça va nous permettre beaucoup de choses. Donc on revient après sur l'esprit du recroquevillement. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais le casque VR, ça peut nous isoler. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le casque VR va permettre bientôt bien plus que ça. On va pouvoir voir ses amis, donc via le casque, mais avec toutes les avancées qui pourront être présentes, on va pouvoir le toucher, on va pouvoir discuter, on va pouvoir le sentir, on va pouvoir ressentir des émotions à travers cela. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi le casque VR aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté. Réel ou virtuel, on ne sait que choisir. Maintenant, c'est notre dernier participant qui va arriver. On accueille chaleureusement Mathias pour sa présentation. Le sujet n'était pas simple. Et le choix n'a pas été facile. C'est pour cela que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai trotté dans ma tête. Et j'ai pensé à une seule chose, un objet de mon enfance. Quelque chose dont je m'en souviendrai toujours. Donc je me reviens dans ma tête. Et là, je vois que je suis dans mon lit, mais enfant. Et je vois sur ma table de chevet, à côté, une fusée. Une toute petite fusée qui se tient là, juste à côté de moi. Mais je me dis, oui, ce que je voudrais être, moi, c'est être une fusée. Une fusée qui puisse s'envoler. Et c'est ce que je fais. Je m'envole, je m'envole. Je m'envole jusqu'à atteindre les nuages, sortir de l'atmosphère, jusqu'à atteindre le vide, le calme absolu, là où rien ne se passe, là où on ne voit que des petites boules lumineuses dans l'espace. Vous vous dites alors, je voudrais parcourir, je voudrais être à l'aventure, découvrir tout ce qu'il y a dans l'univers, atteindre l'univers, malgré qu'elle soit en expansion, je la rattraperai. C'est ce que je fais. Je m'en vais. Je m'en vais loin de la planète. Je vais jusqu'à voir d'autres galaxies. Je vais même raconter à mes parents que j'ai vu des ovnis. Peut-être. Je m'en vais loin, jusqu'à atteindre une limite. Une limite que je ne pensais pas atteindre. Un trou noir. Je me dis, mais je suis fini. C'est là que, peut-être, c'est la fin de mon imagination, la fin de ma créativité. Je ne pourrai plus donc penser. Je n'ai plus le droit de vivre. Alors, je décide quand même de me battre. Je vais vers ce trou noir, je fonce, je le franchis. Et je continue ma route vers l'univers. Par quel miracle c'est pu arriver? Je continue alors mon chemin. Je vis des planètes multicolores. Je vis aussi des planètes qui sont totalement remplies d'eau. Jusqu'à ce que j'atteigne la limite de l'univers. Et c'est là que je me revis toute mon aventure, tout ce que j'ai vécu. Je remonte très vite le temps et je me reviens dans ma chambre. Et là, je me dis,
je suis de nouveau sur Terre. Merci beaucoup. Et qui ne voudrait pas atteindre les étoiles après une telle prestation? Ils sont donc tous passés, ils ont parlé, ils nous ont présenté un objet, ils ont essayé de nous convaincre. Mais qui sera le gagnant? Ils se sont battus pour nous convaincre, ils ont fait des belles prestations, ils nous ont présenté des objets parfois hors du commun. Maintenant, qui est le gagnant? Je l'ai sur ce papier, et c'est Mathias. Félicitations. Maintenant, je vais demander à Monsieur Conti de venir sur scène, parce que nous allons faire la remise des prix. Donc je vais aussi demander à tout le monde de venir sur scène finalement. Là, comme ça. Tu avais dit qu'il avait un discours en plein. Bien joué. Pas encore. Pendant quelle heure je le fais, moi? Lorsque tu veux. Bon, je vais commencer par Ah, il était injouable, il était incroyable. Ah ouais. Franchement, il était en légende. Ah non. On ne peut savoir qu'ils ont pu faire ça. Ah oui, bien sûr. Mais moi, c'est si c'est une autre personne que moi qui s'est truqué, c'est un vol. Non, je dis c'est un vol. Oui. Féliciter. Ah oui, si, c'est bon. Donc, je te le redis, félicitations, tu as fait un excellent discours. Les autres ne déméritent pas, sachez-le, hein, pour tous ceux qui ont été en finale. Vous avez tous fait des très très bons discours. Ceux qui n'ont pas été en finale aussi, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, mais tous les discours des finalistes ont été très bons. Il y en a qui nous prenaient par les sentiments, d'autres qui nous prenaient par l'histoire. Et j'ai trouvé tout ça très intéressant. Donc, félicitations à toi en tout cas, Mathias. Et tu as tout ça. Voilà. Ouais, on gagne beaucoup de choses. Bon, alors t'as gagné, donc tu vas y avoir droit comme moi l'an dernier, tu vas devoir faire un discours. Ah bah si, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'y retournes. Un discours. J'ai un peu trop parlé, je pense. Je suis bon parleur, donc. Merci. Parce que bon, les autres ont été très bons. Je pense qu'on peut quand même les applaudir. C'est très concurrent. C'est peut-être la première fois que je fais un discours de ma vie. Donc, je sais pas trop quoi dire. Je tiens à remercier quand même l'IUT du Limousin qui m'a permis de faire le concours d'éloquence que j'avais jamais fait, que j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai vu sur YouTube. Et donc ça, je voudrais remercier Monsieur Navarrete quand même qui a permis de faire cet événement. On remercie aussi le jury qui a pris le temps de nous entendre. Et je pense que c'est bon. Je pense que maintenant, on peut tous aller boire un coup. Je me permets juste de demander. Alors, je me souviens plus, je suis désolé, je me souviens plus. Donc je vais demander à ceux qui ont fait la finale de venir, que je vous remette vos médailles également, puisque vous les avez méritées. Donc venez par ici. Alors par contre, pour ceux qui sont trop grands, je suis désolé, vous ne sentez pas visé, mais voilà, merci. Il faut que je vous couronne en même temps. Et tiens, tu gagnes ton petit cache caméra. Exactement. Merci, monsieur. Exactement, c'est ça. Félicitations. Non mais c'est bien. Hein. Allez hop, je te nomme, hop, Valentin. Oh là non mais... Ah mais vous m'avez gâté cette année. Hein. Alors prépare-toi, c'est toi l'an prochain. T'as oublié ton petit cache caméra? Oui, le problème c'est que plus les années passent et plus ils sont grands.
Donc vous n'êtes pas pratique avec moi, hein, franchement. Et il en manque un. Pas me faire des frayeurs comme ça. Merci. Allez, tous les autres, du coup, vous pouvez venir parce que vous avez aussi une médaille pour vous féliciter d'avoir participé à ce concours d'éloquence et d'avoir atteint la demi-finale. Parce que ça reste quand même une très bonne occasion d'argumenter, de montrer que vous êtes éloquent. Non, vous avez aussi un petit crayon, les gars. Hein. Venez, hein, soyez pas timides. Excusez-moi, les gars. Ah non, mais là... Je viens de me rappeler que ça se trouve... Qui n'a pas vu chercher sa médaille? Je viens de me rappeler qu'en fait, ici ça rend bien, mais sur le retour caméra, je suis pas sûr que... Vous avez un petit bracelet, un petit... Non, pas un petit bracelet. Ça va dans le retour caméra? Mais si bon. vous Il en reste plus qu'une. Qui est le dernier qui n'est pas venu chercher sa médaille? Allez, viens. La spéciale. Eh ben, c'est l'occasion, je pense, je vais te laisser clore évidemment, mais de les applaudir encore une fois, de les féliciter pour leur prestation. Et je laisse la parole à notre présentatrice. Merci beaucoup. C'était un très beau concours avec de super candidats. Ils étaient tous excellents, je trouvais. Après, mon avis n'est pas vraiment très critique. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette présentation par moi-même était fantastique, parce que je suis fantastique, mais que tout le monde est fantastique. Vous êtes tous fantastiques. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ce concours. Et encore une fois, félicitations à tous nos concurrents. Alors, effectivement, dans ces conditions, on ne peut pas résister, on ne peut pas se mettre dans un coin, se cacher et dire on ne fera pas de discours. Donc je n'ai qu'un seul argument, en fait, c'est de dire qu'ils ont été excellents parce qu'ils sont avant tout humains. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai ressenti énormément de talent, que ce soit... le vainqueur, où est-ce qu'il se cache? Il se cache à côté. Logan, qui m'a beaucoup ému justement sur ce Logan. Pardon, Mathias. Il fallait faire une boulette et il fallait que je la fasse sur la face. Donc Mathias, je rectifie, on peut toujours se corriger même en direct. Donc félicitations pour ce magnifique discours qui nous a transportés avec cette fusée magnifique. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi d'organiser ce concours d'éloquence avec toute l'équipe technique que l'on peut aussi applaudir. Que ce soit Hamelin derrière les manettes, Paul pour le timer et Louis pour les réseaux qui s'est bien organisé. Aussi, on peut les applaudir aussi. Guillaume, bien sûr, à la caméra, on peut saluer. Merci. Et on remercie bien évidemment le jury qui a fait une très belle prestation et s'est livré au jeu. Le public, bien sûr. Merci au public. Et la dernière petite touche, c'est merci à Beau Quality Food en fait, d'avoir permis de gagner un chèque repas aux vainqueurs. Donc on fait une petite communication pour eux à cet effet. Et je vous remercie vraiment du plus profond du cœur. Et à très bientôt. Voilà, au revoir.